Soit. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Soirée avec Monsieur Fernand Lopez. Monsieur Fernand Lopez qui a quand même un certain nombre de casquettes, directeur sportif d'Ares Fighting Championship. C'est également le boss du Management Factory, mais aussi du MMA Factory. Et puis, bien évidemment, c'est aussi un fin observateur du MMA Game mondial. Donc, merci beaucoup, Fernand, d'être avec nous aujourd'hui. Un honneur. Merci à vous. Merci à PY. On fait ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut pour s'en sortir. Alors, on va commencer avec, là, on est juste après l'UFC 249. Évidemment, je vais te poser la question, qu'as-tu pensé de la performance de Francis Ngannou? Ah oui, vous êtes brutaux là. C'est direct qu'on rentre dans le là. Direct. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Alors, non, très beau, très belle performance en soi. Il prouve qu'il est le contender numéro 1 sans aucune hésitation. Cependant, vous me connaissez dans mon exigence et ma vision du sport. En tant que un amoureux de la boxe, du MMA, j'ai déjà vécu ça comme un cauchemar, cette manière de boxer à l'abordage. Exactement, c'est ce qu'on s'est dit aussi. Je ne comprends pas l'issue de ce que c'est-à-dire que s'il y a, imaginons, Biggie l'a touché 2 fois quand il a avancé, mais c'est pas grave. Imaginons juste que Biggie esquive sur le côté, donc il est sur le crochet gauche, il passe, il va sur le côté, Francis se mange la cage tout seul. Déjà, voilà. Il se mange la cage parce que il se lance beaucoup. Donc, si tu veux, c'est les mêmes reproches que je vais faire à la plupart de mes athlètes. Hein. Vous savez que je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, je vais regarder le combat de Taylor la plus. Je vais dire, bah, c'était bien, t'as fait ça, mais je vais revenir sur les choses où je suis pas à l'aise, tu vois. Enfin, je vais avoir des performances de Rizlen, et puis je vais dire c'était bien ça, mais je comprends pas pourquoi tu allais chercher une clé bras à la fin, c'était pas nécessaire. Donc j'aime relativiser la victoire, j'aime relativiser la défaite. L'effet Tyson, c'est très bien de finaliser les combats très rapidement, mais j'ai envie de comprendre 2 choses. C'est soit tu te lances avec la stratégie d'aller lutter, parce que j'ai l'impression qu'il voulait le contact, parce que sinon ça ne s'explique pas. Ouais. Boxer étant lancé comme une balle de fusil, ça n'a pas d'explication, à moins que tu veuilles l'amener sur la cage pour ne pas boxer, pour aller lutter à ce moment-là. Mais en tout cas, on voit bien le slow motion, il est très important sur l'état d'esprit du visage de Francis et comment il est. Et on a l'impression que il y a quand même une certaine crispation, une certaine grosse tension. Il balance 3 gros coups de poing qui nous rappellent un peu le combat de Stipe et on se dit, bon, si c'est Stipe et qu'il y a un changement de niveau, ou si c'est DC et qu'il y a un changement de niveau, ça nous expose beaucoup. S'il y a un fin boxeur en face et que ça rencontre, ça peut nous exposer. Voilà. Mais encore une fois de plus, je ne vais retirer aucun crédit à la performance de Francis. Il n'y a rien à dire. Il a gagné son combat. Il est sur 4 KO consécutifs. Il nettoie les mecs. Tu ne peux rien dire. Comme on dit, c'est la performance qui valide la méthode. In fine, il a validé la méthode. Donc, du coup, on va rester là. Mais dans ma vision des choses et ce que j'aimerais faire, si j'en avais l'occasion, c'était de t'imposer ça. Parce que tu dis, si jamais il y a une réaction différente de l'autre côté, ça fait quoi? C'est-à-dire que quand en boxe, on veut qu'il y ait un frein, par exemple, sur la jambe avant, que je puisse changer de direction et revenir en arrière, que je puisse faire un retrait de jambe, un retrait de buste. Il n'y avait pas, c'était un mouvement balistique qui était parti. C'est un missile qu'il a envoyé. Il a envoyé son corps comme une arme fatale. Toute l'arme est partie. S'il y a une esquive, s'il y a une amenée au sol, ça peut compliquer les choses. C'est juste ce que j'ai envie de mettre comme bémol en disant que il aura bientôt la ceinture. Je pense qu'il va la faire. Je pense même que la performance qu'il a faite pourrait pousser Dana White à consécuter les choses si d'aventure
le pompier Stipe ne revenait pas rapidement, on pourrait trouver une solution pour que rapidement Francis puisse faire la ceinture parce qu'il la mérite, parce qu'il a fait un très bon combat. Mais justement, est-ce que ce n'est pas à ce niveau de combat, est-ce que le problème mental il est complètement résolu? Est-ce qu'il n'y a pas de crispation? Est-ce que j'ai senti beaucoup de tension et beaucoup de nervosité dans l'abordage et tout? C'était un truc sans retour. Bah, de la même manière que j'ai souvent été surpris par comment Biggie Diazino couchait les gens d'un jab, de la même manière, effectivement, là c'est un crochet qui est passé, ça a couché. Ah, c'est un jeu un peu de western, quoi, où le premier touche et puis ça descend. Et ça me met une petite inquiétude. Et sinon, encore, félicitations à Francis et félicitations à son entourage, à sa team. C'est très bon choix. Complètement, ah oui, très bonne performance. Et nous, en fait, par rapport à Francis, là, il est sur 4 victoires par KO au premier round. Mais c'est vrai que il y a tout le travail qui se fait dans l'ombre, dans le gym, mais c'est vrai que ce qu'il a montré dans la cage, pour l'instant, on n'a aucun indicateur, entre guillemets, qui nous dit contre quelqu'un qui aura l'aspect lutte qu'on n'a pas eu sur les précédents adversaires, ça sera un combat différent de ce qui s'est passé face à Miocic la première fois. Et notre crainte, entre guillemets, c'est que s'il y a une revanche contre Miocic et que Miocic gagne, bah, il sera un petit peu bouché. Et là, la victoire contre, comme tu l'as dit, contre Biggie Boy, bah, ok, c'est hyper efficace, mais c'est pas non plus rassurant parce que nous, quand on voit ça, tu te dis qu'effectivement, il recule en se décalant, ça donne quelque chose de complètement différent. Et je pense que d'ici Miocic, ils ont regardé ça, ils se font ok, bah on sait ce qu'on ne doit pas faire. C'est ça. C'est ça, en gros. Alors, attention, c'est-à-dire que quand il y a après coup, les gens on sait toujours comment se justifier, c'est-à-dire que la team, enfin, Francis pourrait dire, ah, j'ai fait parce que je savais que c'était Jairzinho, et que si c'est Stipe, bah, je vais m'adapter différemment, et que si c'est pour ça que j'essaye de lire un peu aussi dans le langage non verbal, le langage paraverbal, le slow motion, j'essaie de lire un peu le visage, la crispation, l'intention. J'aime quand un boxeur boxe avec l'intention de pouvoir modifier sa boxe s'il y a un changement, s'il y a quelque chose qui intervient, qui est nouveau dans les lancers et l'abordage de Francis. Je ne sais pas si un élément nouveau aurait pu avoir une adaptation. Je n'en suis pas sûr. Mais encore une fois, on est en train de faire des plans sur la comète et je ne saurais pas dire. Je ne sais pas. Je pense que de la même manière que quand on a fait beaucoup de préparation à MMA Factory, on a été critiqué sur le fait qu'il n'avait pas appris à lutter, alors que l'entraînement de Francis était à 85% de la lutte et du sol, parce que justement les gens n'étaient pas en interne pour voir ce qui se passait. De la même manière, nous de ce côté en France, on ne pourrait pas avoir toute la visibilité sur l'étendue de l'entraînement des séries, et donc il faut être très prudent. Je fais confiance aux personnes qui travaillent avec lui, d'avoir un bon niveau. Je pense que Francis, il a vu c'était quoi le bon niveau d'entraînement ici et qu'il est capable de diriger son staff et dire faisons-le de cette manière. Voilà, je reste très prudent dessus, mais effectivement, ça peut soulever des inquiétudes et je comprends, elles sont légitimes en tout cas, vos inquiétudes. Mais du coup, pour toi qui le côtoie, qui l'a côtoyé vraiment, bah, tu le connais mieux que personne, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression presque qu'il est revenu à cet état de confiance en lui qu'il avait avant Miocic, c'est-à-dire un peu, il est tellement conscient de sa puissance de KO qu'en fait, c'est presque comme s'il se disait, finalement, c'est pas si important que j'y aille techniquement parce que je sais ce qui va se passer. Est-ce que tu penses que c'est ça psychologiquement, qu'il est revenu un peu à cet état de conscience intouchable et confiance en lui? Je ne pense pas. Je pense que l'après-combat va l'amener à l'état dont tu parles. Parce que l'après-combat apporte beaucoup d'efforts, beaucoup de félicitations, beaucoup les gens sont dithyrambiques d'après-combat. C'est que là, il va redevenir ce qu'il a connu, beaucoup de sollicitations, beaucoup de félicitations, et donc du coup, ça peut amener à oublier. Cependant, l'avant-combat, il y a quelque chose qui est indéniable sur la préparation. On a l'impression c'est pas qu'on a l'impression, je suis quasiment certain qu'il est très content de ce combat. Il attendait beaucoup, il était impatient de combattre, il était super excité. Il a décidé de manière résolutoire de dire ça ne m'arrivera plus jamais ce qui m'est arrivé avec Derrick Lewis, je n'attends plus.
Donc, ça se voit qu'il arrive avec une grosse détermination. Il est euphorique à combattre. Il veut combattre, il a faim de combattre parce que le temps passe, parce qu'il veut cette ceinture, parce qu'il a besoin d'argent et que ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu. Il a besoin d'argent et tout est là pour le pousser à combattre. Il kiffe ce qui se passe. Cependant, sur les 15 secondes dans la cage, on sent une grosse tension qui peut aussi venir du fait de longtemps sans combattre. C'est-à-dire que quand tu es super sûr de ton coup, par exemple avec Overeem, tu vois qu'il y a une patience parce que tu sais que tu vas frapper. Quand tu vas frapper, le mec, tu vas le décapiter. Mais là, il y avait un certain rush qui ne permet pas de dire de manière claire qu'il était sûr de lui, Non. Et il y a un certain rush qui est libératoire. Sur la célébration, on sent que c'est libératoire. C'est dire, OK, on était deux mecs on peut se toucher, ça fait mal. J'avais prévu que je vais à l'abordage, peut-être j'arrive au clinch. Bon, tant mieux, on a réglé ça, c'est fini, c'est une bonne chose. Mais encore une fois de plus, ouais, ça reste une puissance incroyable et ça reste quelque chose de phénoménal. Et là, on va parler un petit peu du côté management et le fait que toi, tu aies cette capacité à gérer les égos. Lors du podcast, donc l'équipe en 2019, tu avais dit que la collaboration avec Francis Ngannou avait pris fin. Il y a Cyril Gane qui arrivait. Est-ce que pour toi, ça aurait été possible d'avoir deux membres du top 15, bientôt top 10 UFC dans la catégorie reine, ensemble, qui s'entraînent ensemble et qui, quelque part, vont à un moment donné, obligatoirement entrer en collision? Oui, c'était possible, ça, c'est possible. C'est-à-dire que, encore une fois de plus, c'est là où je dis souvent que les gens sous-estiment beaucoup la qualité du MMA français, le niveau qu'on a, le niveau de gestion de salle qu'on a, parce que ça, c'est un pari que j'adore. J'aime le pari dont je suis le plus fier. L'un des paris dont je suis le plus fier, c'est d'avoir pu maintenir des champions pendant très longtemps dans une même structure, qu'elle soit le management ou l'entraînement. Il y a beaucoup de très bonnes salles en France, beaucoup de salles où il y a de la compétition de très haut niveau. Mais très peu de salles ont la capacité d'avoir beaucoup de champions avec beaucoup d'ego au même endroit. C'est-à-dire que moi, j'apprécie beaucoup ces salles-là où des personnes ont réussi à faire comme à l'époque à la BTT, comme à l'époque à la Shootbox, comme à l'époque avec Shootbox, on avait Shogun, Vanderlei, tout le monde dans la même période et tout. La BTT, on avait Bustamante, on avait les Nogueira, on avait machin, des grands noms dans la même salle. On l'a vu aux États-Unis avec Leke, avec Jackson et tout. Moi, c'est ça c'est facile d'avoir SBG Conor. Parce que tu as Conor, mal dominant, mal alpha, et il n'y a pas de discussion. Et moi, ce que j'aime en fait, c'est que j'aime ce défi de pouvoir garder une main de fer dans un gant de velours pour pouvoir orchestrer et harmoniser la vie des personnes avec un ego surdimensionné dans la même salle. Parce que, quoi qu'on dise, ils ont des égos surdimensionnés, même s'ils ne l'avouent pas. Même des personnes qui ont beaucoup d'humilité, comme Cyril, il a un ego, mais un ego, comme je l'appelle encore, l'ego vertueux. L'ego qui fait que je sais que je suis the one. Je suis l'unique, le seul champion. C'est ce qu'on leur demande d'avoir à ces champions. On demande à Riz Denzouak, à Nassoudine Imavov, de pouvoir cohabiter avec tous les autres, mais au fond de garder l'ego où tu dis, hey, c'est bien, ils sont bien, je suis gentil avec eux, c'est moi le mal de monde. Et c'est ça qui est le plus difficile à faire dans la salle. Et pour ça, il faut qu'il y ait au-dessus des mâles dominants, le mâle alpha qui est l'entraîneur. il faut, à la Nova Uniayo, il faut un mec comme Andrezino qui va donner la permission, donner la possibilité aux gens de pouvoir s'éclore, de pouvoir montrer leur ego, de pouvoir être bien. Mais cependant, il est le garant de la loi à l'intérieur de la Nova Uniayo. Et c'est ce que j'ai su incarner pendant longtemps, de garder des champions de très haut niveau qui peut se targuer d'avoir eu dans la même salle des personnes comme Christian Pumbu, champion du Bellator, Karl Amoussou, champion du tournoi du Bellator, et puis champion du Cage Warrior,
J'ai une pléthore de grands champions. À l'époque, il y a eu Norman Parisi. Si on repasse dans le passé, on revient même dans le FIFA. On a eu beaucoup, beaucoup de grands champions pendant très longtemps, alors que c'est très difficile d'avoir ça. C'est-à-dire qu'il y a des très bons combattants. On parle de Mansour Banaoui, grand champion. Il n'y a rien à dire. Un code en France. Ok, Mansour Banaoui, il est avec Aziz et tout, ils font leur petit binôme. Il y a des gens forts dans l'équipe de Mansour Banaoui, mais qui ne sont pas en train de titiller son ego, qui ne vont pas l'énerver. Ok, on a connu Tom Duquesnoy, il a fait un séjour au MMA Factory, ça n'a pas accroché trop longtemps, on s'est séparés au bout de quelques mois, mais voilà, il a son binôme avec Bourama Traoré, et ça fait un très bon binôme. Ils sont bien ensemble et tout, mais avoir une team comme les collègues de Lyon, par exemple, Esbiri Team. Il y a beaucoup de grands champions de chez Esbiri Team. Il y a Fares Ziam, qui est notre champion français du MMA, qui est un très bon, mais cependant, il y a des grands champions, son frère qui est un très bon au Glory. Voilà, ça, c'est différent. Là, tu sens que Esbiri, il a du boulot. Il a du gros boulot de management à faire. Comment gérer tous ces égos dans la même salle? Là, moi, j'apprécie. Là, ça devient très juste. C'est un next level de management des personnes. Et je suis persuadé, je l'ai vu, ils ont cohabité ensemble, Francis et Cyril, pendant un certain temps. Et tu allais avoir des plaintes à gauche ou des plaintes à droite. Et je manageais au milieu. Je manageais de manière politique et discrète. Francis allait dire... j'ai l'impression qu'il est dans l'évitement, là. J'ai vu, il ne s'engage pas beaucoup. Et Francis, Cyril allait être de son côté en disant à Francis, vas-y doucement. C'est que le sparring est intelligent, il faut qu'on soit intelligent. Tu combats bientôt, je combats bientôt, viens, on ne se blesse pas. Donc, tu sentais qu'il y a déjà un marquage de territoire. Enfin, chacun va imprimer l'autre en disant, attention, le jour où on va se rencontrer, il ne faut pas que tu penses il faut que tu te souviennes qu'à l'entraînement, je t'ai mis bien un peu, tu vois. C'est au mal dominant, entre guillemets, c'est-à-dire que ces mecs-là, je suis personne à côté, c'est-à-dire qu'ils pourraient m'éclater en 2 secondes. Cyril ou même Taylor Lapillus ou Damien, quand je tourne avec Damien, il me bat, quoi. Fait que je tourne avec lui, avec Damien Lapillus, je suis très amusé souvent parce que je lui mets une grosse pression sur le début du sparring et ça va durer 4 minutes. Je vais le jeter partout. Il va être patient, il tombe, il se relève. Ensuite, il se met à me plier avec des coups de genoux dans le corps, avec ses gros low kick et tout. Et il me sent respirer et il sent que je l'accroche pour gagner un peu de temps. Mais voilà, donc, en gros, ce sont eux les vrais mâles dominants. Mais j'aime le fait qu'ils me donnent l'incarnation de pouvoir. C'est eux qui me valident en fait et qui ils m'investissent du pouvoir d'incarner la décision régalienne au final, la décision qui va décider quelle direction on prend, vers où on va. Et on a besoin d'un guide et tout, ils me donnent cette autorité et c'est cette autorité, c'est ce défi-là que j'aime, de pouvoir manager quelle est la limite que je vais donner à un athlète, quel est le stop que je vais lui mettre s'il va trop loin et comment je vais laisser les interactions entre les athlètes. Donc, il faut pouvoir arbitrer, il ne faut pas faire le Suisse, il ne faut pas mentir aux athlètes. Je vous aime tous de la même manière et moi, je suis un Suisse et tout. Non, c'est faux. Même moi, j'ai 2 filles et je sais que je les aime différemment. Je vais dire au MMA Factory, j'ai 70 athlètes de haut niveau au-delà des clients amateurs de la salle. Et ces athlètes de haut niveau, je suis assez franc dans mes relations. Je les aime différemment. J'ai des intensités d'amour différentes avec chacun d'entre eux. Et c'est ça qui apporte l'homéostasie, l'équilibre, parce que j'apporte cette franchise. Et donc, du coup, je vais arbitrer. Je ne suis pas une vérité absolue. Quand j'arbitre une histoire ou une problématique ou une décision, ça ne veut pas dire que j'ai absolument raison. Mais c'est parce qu'on a besoin d'une décision régalienne à un moment donné, sinon ça va aller dans tous les sens. Et j'incarne ce pouvoir régalien et je pense que ça aurait pu, ça peut se faire d'avoir... aujourd'hui, on l'a, hein, c'est-à-dire que Francis est très connu, mais en dessous de Francis, il y a des monstres à la salle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore, mais Slim Trableski, c'est un bordel. C'est un gros bordel, c'est une poids lourd. Et il y a des fois des accrochages à la salle avec d'autres athlètes et tout. Et on gère ça, on gère de manière à ce que ça reste correct, que ça reste dans l'ego
propre, ce que j'appelle l'ego de la vertu pour qu'il soit champion et qu'on ne déborde pas. Et puis, voilà. Mais comment est-ce que tu fais justement pour gérer les égos? Parce qu'on voit par exemple, il y a des entraîneurs comme Mike Passenier, l'entraîneur de Badr Hari. Lui, il est dans une optique plutôt en gros, quand tu es à la salle, il va t'appeler champion, tout le monde t'appelle champion, et en gros, il te parle comme si presque tu étais sur un piédestal. Et c'est vrai que comment est-ce que tu fais pour arbitrer entre le fait de vouloir donner confiance à ton combattant et ne pas non plus vouloir qu'il y ait une inflation de l'ego? Parce qu'on voit par exemple que là, les dernières fois où en gros où je t'avais vu avec Cyril t'entraîner, tu veux lui donner confiance un peu comme Cus D'Amato et Tyson au début, lui donner le plus confiance dans son sol, dans sa lutte possible. Mais comment est-ce que tu fais pour gérer entre lui donner confiance, le complimenter, le mettre bien, et en même temps quand même garder un peu la main pour pas que son ego, que les égos de tes athlètes s'envolent? L'authenticité. Moi j'appelle, il faut être soi-même dessus et être authentique. Il y a des gens qui ont une approche différente et tout. Si elle leur va, si elles épousent leur état d'esprit et qui sont honnêtes et qui n'ont pas et qui ne sentent pas qu'ils mentent et qui trahissent les athlètes, il n'y a pas de problème. Moi, je suis dans l'authenticité avec eux. Ça veut dire que je vais donner la force à l'athlète et je vais aller solliciter des vérités. À un moment donné, je vais donner des vérités en disant, bon, tu es d'accord que tu n'es pas ça. Tu n'es pas encore ça. On est d'accord dessus. C'est-à-dire que je te dis que ton potentiel, il peut arriver là. C'est ce que je pense. Je pense que tu dois faire ça, que tu peux faire ça, mais tu ne peux pas faire ça. Tu vas donner vraiment des choses. Moi, je n'encense pas les mecs en disant champion, champion. Les champions sont appelés tout seuls champions à la salle. Je veux dire ce que l'ensemble de la structure reconnaît et valide un leader. Il y a des leaders, il y a des grands champions qui ne sont pas leaders de la salle. Il y a des grands champions qui rencontrent un désaveu des adhérents de la salle. Les adhérents le voient comme un grand champion qui est ultra dangereux, mais qui n'est pas avec nous, qui n'est pas dans la communauté avec nous et qui n'est pas associé à nous et qui n'est pas dans la globalité. Et donc, du coup, on lui donne pas la délégation de pouvoir pour pouvoir mener pour devenir la locomotive de la salle. Et puis, il y a des champions, moyennement champions, à qui on va peut-être, où il va sentir que tous les athlètes comme celui et que tout l'ensemble de la communauté de la vie associative lui délègue les pouvoirs. En disant, nous, on te reconnaît parce que tu as des valeurs qui nous réunissent, qui nous rassemblent et qui on a envie de te pousser dans ce sens-là. Donc, ça, c'est quelque chose que je laisse la sélection naturelle décider de qui va être le leader de ceux-là à la salle ou pas. Ça se fait tout seul en général. Maintenant, moi, j'ai le devoir de pouvoir, dans le cas de Cyril ou de Francis, de pouvoir donner des indications, des anecdotes qui vont pouvoir parler et tout. Ce sont des anecdotes assez simples où tu vas donner des indicateurs. Je me rappelle un jour, on avait un journaliste qui devait arriver à la salle pour faire une interview de Francis et qui allait filmer Francis et Tonton en train de s'entraîner. Et donc, au moment où il va arriver, le mec, il arrive avec un peu de retard. Il arrive, Francis a déjà fait ses exercices, son entraînement avec Tonton. Donc, le journaliste arrive, il se plie en excuses et tout, il est mal et tout. Et donc, moi, je propose qu'on refasse une modélisation fausse de l'entraînement, juste un petit truc court. Et pendant que je suis en train de parler, Francis s'est déjà levé et il s'en va, il tourne le dos. Il ne calcule même pas, il ne donne pas. Il est parti, tu vois. Et donc, il est de mon devoir et de ma responsabilité, même si c'est un rôle dur et un rôle méchant, de dire Francis. Et il me regarde en mode quoi? Il m'a dit, s'il te plaît, tu peux revenir? Il revient et je lui dis, c'est à toi que je parlais. Et je vois que je souhaite que vous vous remettiez ensemble et que vous refassiez un exercice. Et comme ça, le journaliste, il peut avoir ce qu'il est venu. Il a fait du chemin. Et donc, l'histoire, ça va. Et à la fin, il va avoir une discussion avec moi. Il va un peu me dire, mais moi, je ne comprends pas en fait ce que tu fais. Pourquoi tu me rappelles et tout? C'est à lui d'attendre, c'est lui de nous courir après. Et le mec, il arrive en retard, il se démène, il fait ce qu'il veut. Et donc, je ne suis pas le papa, mais j'ai le devoir de ce que je pense à ma petite dimension, être une valeur, de lui inculquer la valeur, de dire, les journalistes en auront besoin toute ta vie. Ils ont besoin de toi, mais tu as besoin d'eux parce que c'est eux qui vont te faire connaître ton savoir-faire. Donc, il faut qu'il y ait des rapports assez corrects. Effectivement, tu peux le relever
le fait qu'ils soient en retard. Tu peux lui dire que c'est la dernière fois. Mais si tu as l'occasion de l'arranger, arrange un peu que ça puisse aider. Et donc, voilà. Il est d'accord, il n'est pas d'accord, mais au moins on a cette discussion. Ça, c'est le rôle qu'on va avoir, de pouvoir donner la force. Et tout le monde m'entendait quand je parle de Francis, en général, je suis assez dithyrambique. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas un être comme les autres. Il est spécial, il est béni. C'est-à-dire que c'est un mec, il a une ADN incroyable, il est arrivé, voilà, il a un potentiel incroyable. Et donc, du coup, je l'ai toujours dit, et je le redis encore, sur 7 milliards de personnes, il est sur le top des 10 des 7 milliards en termes de force physique et de combativité. Il n'y a rien à dire dessus. Mais j'aime bien avoir la proportionnalité de lui rappeler, attention, on est humain, il faut et je le fais avec tous. Si je sens qu'il y a un truc qui déconne, je vais rappeler mes athlètes. Je me rappelle d'une anecdote encore où l'Agence mondiale antidopage arrive à la salle. Non, c'était la FLD, l'agence française. Ouais. Voilà. Ils arrivent à la salle pour faire du dopage et tout. C'était la première fois qu'ils venaient à la salle. Pour information, ils sont arrivés 4 fois à la salle. Et donc, ils arrivent à la salle et ils veulent faire un test de dopage global à tout le monde qui est là. Ils bloquent tout le monde, ils disent on teste tout le monde. Et donc, les jeunes sont assez virulents. Ils disent mais vous êtes fous. On ne vous connaît pas, vous ne nous connaissez pas. Et Taylor dit mais moi, je n'ai même pas à m'adresser à vous. C'est-à-dire que je suis à l'UFC, que USADA me teste. Ils ont un moyen de pression sur moi. Vous, si j'échoue au test, vous me ferez quoi? Puisque le MMA n'est pas reconnu en France. Puisque je ne suis pas un sport pour vous. Vous voulez tester quelqu'un qui ne fait pas un sport. Si jamais je suis négatif ou positif au test, vous me faites quoi? C'est quoi la pénalité? Vous ne pouvez pas me suspendre puisqu'il n'y a pas de sport en France. Et donc, il est de mon rôle d'arriver et d'arbitrer en disant, bon les gars, je vous recommande de vous plier tous au test. Et ils me disent, mais pourquoi coach? C'est trop risqué. Si jamais il y a un mec parmi nous qui est dopé et tout, on se salue l'image pour rien, alors que les mecs, ils ne nous reconnaissent même pas. J'ai dit non, justement, on a l'occasion là de montrer qu'on a un label vert. On a l'occasion d'avoir une ou deux personnes qui sont dopées, mais on annoncera qu'au moins nous, on sait qui est dopé et qui ne l'est pas chez nous. On a l'occasion de pouvoir le tester. Et donc, il y a eu des tests massifs ce jour-là. D'ailleurs, Tonton n'était pas là et ils avaient une liste et ils avaient dit, Tonton, on veut le voir, Tonton, on veut qu'il soit là. Et donc, j'appelle Tonton et Tonton vient et attention, je lui annonce, tu vas être dopé. Les mecs derrière, ils s'énervent parce qu'ils me disent, vous n'avez pas à faire ça. Vous trahissez le protocole. Vous lui dites qu'il va être testé au dopage, il ne va pas venir. Je lui dis, mais non, vous êtes fou, vous vous trompez. Moi, je ne vais pas trahir la confiance de mon ami en lui disant, tiens, j'ai une surprise pour toi, viens, j'ai un anniversaire. Non, j'ai une relation à maintenir avec mon athlète. Je suis dans la confiance avec lui. Cependant, je vais le faire venir. Ne vous inquiétez pas, il viendra. Et donc, il a pris son taxi. Au bout de 15 minutes, il était à la salle. Il a suivi les tests. Mais voilà, mon rôle, c'est ça, d'apporter aussi du raisonnement parce que, mine de rien, je suis quand même un peu plus âgé que la plupart et que, mine de rien, je peux voir le grand tableau de tout ce qui va se passer, les conséquences de se plier au test, qui est quelque chose de bien, avec humilité. Et donc, du coup, même si on prend le risque d'avoir des dopés à la salle, mais au moins, du coup, on a tissé une très bonne relation avec l'AFLD, qui est revenu 4 fois à la salle, qui est d'ailleurs revenu faire des formations à la salle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'AFLD qui vient faire des formations pour éduquer les jeunes sur c'est quoi le dopage et comment éviter le dopage à la salle. Donc voilà, voilà un peu comment je gère le truc. Laisser que la sélection naturelle choisisse qui est le meilleur d'homme à la salle et ensuite arbitrer pour dire ce qui peut être bien, vers quel chemin on va. Je dis la vérité à ce que je pense la vérité. Hein. Ça n'engage que moi. Je dis la vérité à Cyril en disant je pense que tu es spécial et que tu vas incarner quelque chose d'immense. C'est que hier soir, j'ai regardé le combat UFC 249 avec Cyril. Et Nicolas Haute, voilà. Et donc, on en a parlé, on a débriefé dessus sur les combats de Cyril. Et on a beaucoup parlé avant que l'UFC ne commence, on a beaucoup débriefé dessus. Et donc, on a une direction qu'on veut pour Cyril. On lui donne des idées. On imagine, on voit la manière dont Cyril combat. On a besoin d'avoir un peu plus d'agressivité, d'aller chercher encore un peu plus de mise en danger.
C'est-à-dire que je mettais sur le tableau en disant, je préfère que tu comprennes même des gros KO, des grosses défaites, mais qu'on s'inscrive dans la lignée d'un mec comme Justin Gaethje. C'est le combattant de rêve, en fait. C'est-à-dire que pas de rêve pour la suite de sa santé, mais le combattant de rêve dans l'offensive et de la manière de... C'est-à-dire que j'ai le droit de dire à Cyril, tu as une vista que j'ai rarement vue. Des gens qui voient les coups comme toi venir, qui savent exactement où on se place dans l'espace et dans le temps, c'est rare. Mais j'ai aussi le droit de lui dire, ça ne suffit pas. T'es bien, t'es sur 6-0, moi, ça ne me suffit pas. Moi, avoir un palmarès d'invaincu ne me va pas. Moi, je veux quelqu'un qui va marquer l'histoire et qui va être extrêmement violent. Que tu incarnes l'intelligence du combat, mais la violence en même temps. Justin Gaethje d'hier, c'était ça. On a eu un mec qui a souvent été un fou de la guerre et qui a hier a montré une stratégie incroyable, mais en restant ultra violent. Voilà un peu les discussions que je peux avoir. Donc, c'est vous dire que oui, par exemple, je vais prendre un exemple où je vais le tailler. On est en train de voir le combat de... Comment est-ce que je vais faire pour me rappeler? Il y a un coup de coude qui passe où il y a... je crois que c'est Qatar, je me rappelle plus. Contre Stevens, ouais. Qui met un coup de coude perforant. Donc, je filme, d'ailleurs, je le filme en story, et je filme la télé, et je filme Cyril, et je filme la télé, et je dis, bah, j'espère que nous, on va commencer à appliquer ce qu'on voit, quoi, parce que je bouffe tellement les coups de coude, et j'ai pas encore eu mon KO en coup de coude, tu vois. Et donc, on va en parler. Encore hier, on a vu que Michel a essayé de placer un nombre incroyable de twisters. Ouais, complètement. La soumission twister. Et les gens ne le savent pas, mais c'est une spéciale de Cyril. Le twister? Oui, la twister, c'est l'une des techniques qu'on a masterisées. Mais, donc, je vous invite à aller regarder le combat où Cyril passe la clé de talon à la fin du combat. Oui. Écoutez ce que dit le commentateur. Danardi. Danardi, il dit, c'est incroyable. Hier, dans la salle des entraînements, j'étais avec Fernand Lopez et je lui ai dit, j'espère que vous n'allez pas quand même nous sortir une twister demain. Et il dit, Fernand Lopez m'a répondu, pourquoi pas, peut-être, et peut-être à la fin, si on n'a pas assez de temps, on va placer une clé de talon. Danardi et John Gooden nous sont en train de s'entraîner pendant que nous, on s'entraîne et on va réviser un nombre incroyable de techniques. Il a un sol basique, Cyril. Il n'est pas très, très avancé sur les bases. Mais il est très friand de la technique de haute qualité. Et donc, du coup, on a beaucoup fait de perfectionnement technique sur des techniques incroyables. C'est-à-dire que la twister, je suis quasiment sûr qu'on sera les premiers à les placer chez les poids lourds. C'est quasiment sûr. C'est-à-dire que les gens sont avertis, mais c'est quasiment sûr. Il a fait tellement bien la twister et avec un black belt comme Christian Pombou, il la passe en temps réel et tout. Donc, on est quasiment sûr qu'un jour, on va le passer. Donc, si tu veux, c'est ça le rôle de dire donc je le critique au moment où je filme la twister que Michel essaie de faire dire, regarde, lui au moins, il a essayé. Là, il a essayé quoi? Il a essayé 8 fois la twister. Et toi, tu as essayé combien de fois? Et il dit, mais le King, arrête, on n'a pas beaucoup fait de combat au sol. Mais je pousse toujours un peu plus. Je pousse toujours un peu plus pour aller chercher la perfection chez lui. Voilà. Mais par exemple, donc avec Francis, tu avais physiquement, on va dire, peut-être le heavyweight le plus abouti de tous les temps. Avec Cyril, tu as un physique, pareil, exceptionnel, certes un petit peu moindre, mais avec le QI fight qui est exceptionnel. Est-ce que avec Francis, justement, qui avait ce côté agressif que là, tu vas rechercher un petit peu avec Cyril, est-ce que tu avais des choses où tu disais, bah, justement, j'ai envie qu'on fasse des ajustements, qu'on aille peut-être moins dans l'agressivité, que tu voulais quelque chose d'un petit peu plus complet, et qu'avec Cyril, certes, il est moins agressif comme tu aimerais qu'il le soit, mais par contre, ce qui est hyper frappant, c'est qu'il t'écoute vraiment à chaque fois. Et ça, j'imagine que pour toi, quand on a vu notamment le combat à Ngannou contre Stipe Miocic, ça doit être particulièrement appréciable d'avoir un combattant qui t'écoute à chaque fois que tu lui donnes des instructions, et surtout, qui arrive à les appliquer, et justement, tu te fais, bon bah voilà, on a travaillé, mais ça paye à la fin. C'est un kiff. C'est juste. C'est un kiff. Il n'y a rien à dire. C'est simple.
vous me mettez un billet de 100 000 pour aller coacher quelqu'un qui ne m'écoute pas et vous me mettez un billet de 10 000 pour celui qui m'écoute, je vais sur celui qui m'écoute. C'est tellement bien pour le cerveau, c'est incroyable. Mais attention à ce que je vais dire. C'est que j'aime que les athlètes m'écoutent, cependant, je cultive l'autonomie quand ils ont capté quand ils sont sur un bon quotient intellectuel du combat. Je prends le cas de Taylor Lapillus. On est en Allemagne. Taylor combat pour la ceinture de 66 kg au GMC. Il a boulé le mec sur 4 combats, 4 rounds. On arrive sur 3 rounds. On arrive sur le 4e round. Il n'est pas bien. Il prend des pêches, il prend des mauvais coups. Et il n'a plus une garde très organisée. Il met des coups, mais il prend des coups. Et donc, je crie, amène-le au sol. Il te fonce dessus, change de niveau, amène-le au sol. Timing, amène-le au sol, amène-le au sol. Et j'écris, putain, Taylor, tu ne m'écoutes pas, amène-le au sol. Il ne m'écoute pas. On arrive à la pause. Le fait qu'il ne m'écoute pas déjà n'est pas normal. Et donc, du coup, j'ai compris, j'arrête de gueuler. Parce que je sais que là, il m'a entendu. S'il ne le fait pas, il y a une raison. J'arrive, je lui donne l'eau. Et voilà. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, fiston? Il me dit, le King, je ne peux pas l'amener au sol. Je suis tellement fatigué que si je l'amène au sol et il sprawl sur moi, je ne me relève jamais. Je suis fatigué, il va me démolir au sol. Alors que si je reste debout, je me déplace, je fuis un peu, je gagne le combat tranquillement à la décision. Ça, c'est l'intelligence. Et donc, du coup, je vais valider son choix et je lui dis, OK, tu as raison, reste comme ça. Et je cultive ça. Je demande à mes athlètes de pouvoir faire les bons choix. D'ailleurs, c'est simple. Hein, c'est dommage que je ne puisse pas aller prendre un document de stratégie de combat. Vous allez lire dessus ce que je marque dessus. Ce n'est pas un truc que j'invente tout de suite. C'est marqué dessus. Cette analyse est basée sur ce game plan, puisque je fais mon game plan sur un PDF avec des pages avec des points forts, des points faibles de l'adversaire, les stratégies à adopter, les adaptations pédagogiques à faire. Et en bas, en rouge, en gras, je vais marquer ce game plan est fait sur la base d'une analyse vidéo et d'une réflexion hypothético-déductive de ce qu'il peut être en ce moment. Ce game plan ne t'empêche pas de faire une réadaptation en temps réel parce que tu auras des sensations dans la cage que moi, le coach, je n'aurai pas. Je suis à l'extérieur, je suis tes yeux, mais je ne serai pas ta sensation. Le kinesthésie, la sensation dans la cage, c'est toi qui l'auras la sensation. Et donc, Cyril, il y a la plupart des temps où j'ai été content parce qu'il a écouté ce que je disais, mais par exemple, la guillotine qu'il fait au TKO, on la révise quelques temps avant, et puis il va passer dessus sur la guillotine sans que c'est le bon timing, il a fait la guillotine. La clé de talon, effectivement, je gueule clé de talon, mais je suis déjà convaincu qu'il va la faire. Il est dans un placement qu'on a... La temporalité, on l'a révisé comme jamais. On avait prévu ça à la fin du 3e round. On avait prévu une clé de talon si jamais le mec avait ses jambes tendues dans la garde. On le savait. Mais comme disent les anglo-saxons, for good measure. Pour être sûr de moi, je gueule, vas-y, clé de talon, tout de suite, clé de talon. Et effectivement, il a fait la clé de talon, mais il me dit, je pense que j'allais la faire quand même si tu ne me le disais pas. On l'avait trop révisé, j'étais dans l'autre. C'est bien. Mais je guide un peu à lui de faire les choix intelligents s'il le veut. Mais je vous dis encore que c'est très gratifiant d'un côté et c'est excellent comme jeu à faire parce que c'est inexplicable. Hein, je vous l'ai dit, dans les émotions, je pense qu'on est sur les lits. Regardez tout ce que j'ai fait comme combat dans ma vie. J'ai eu des moments de joie incroyables, mais la plupart des joies que j'ai eues se sont toujours rattachées à une exécution de quelque chose qui a été préparé. C'est quelque chose, c'est comme les combattants qui décrivent un chaos, c'est comme ça qu'un coach va décrire son chaos, parce que tu es dans échec et mat, tu poses le pion, tu recules. C'est mic drop, toi. Tu jettes le micro, c'est bon, fini ma mission, c'est bon, je tourne le dos. Et c'est ce qui m'est arrivé sur certains combattants. Yannick Dubuffenil, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous savez c'est qui, un petit combat au 100% fight à l'époque, bah, il se retrouve sur une galère où il est je crois, il est dans une position dans le dos de l'adversaire
Et je lui fais signe, je lui dis, il n'y a pas que l'étranglement arrière, il n'y a pas que l'étranglement arrière, puisque le mec entend français, il parle français, je ne veux pas dire clé de bras. Je dis, il n'y a pas que l'étranglement arrière, sauf que dans le dos, il n'y a pas 15 000 choses. Dans le dos, il y a 3 clés possibles. Il y a le triangle, il y a la clé de bras et puis l'étranglement arrière. Donc, quand je lui dis, il n'y a pas que l'étranglement arrière, je dis, Yannick, il lève la tête et je fais ça. Et donc, il voit la clé de bras. Et à la suite, il fait la clé de bras. Et je le surnomme à la suite de ça remote control. parce que j'ai éprouvé une joie incroyable alors que c'était un combat au niveau national, mais ça apporte beaucoup de joie. Et je vous dis, ma joie sur le dernier combat où il y a la clé de talon, quand tu sais que tu l'as préparé longtemps, quand tu sais que tu l'as commandé dans la salle, quand tu sais machin, bah, c'est un peu égoïste de dire que la joie, elle est pour moi et que je la kiffe. Mais quand même, je dois le reconnaître que c'est extrêmement, c'est plaisant. Et aussi, on sait que ce sont des gros combats où il y a beaucoup de stress. Je vous ai encore dit que il y a souvent beaucoup de tension. Même un combat hier qui s'est bien passé, il y a beaucoup de tension. Et donc, c'est bien qu'on puisse guider la personne qui est sous tension. Mais justement, par rapport à ça, quand à l'inverse, là, tu as ce kiff-là quand quelqu'un suit tes directives et alors là, bah, c'est le mieux que tu puisses rêver en tant que coach, entraîneur, etc. En revanche, comment est-ce que tu étais, dans quel état ça te mettait de frustration quand, pour Francis, par exemple, ben, il faisait un peu ce qui lui passait par la tête et puis bah, voilà, s'il y a quelque chose qu'il voulait faire et il essayait de son côté tout seul, il le faisait. Pour toi, c'est comment ça psychologiquement d'avoir à l'inverse quelqu'un qui, grosso modo, fait un peu ce qu'il veut dans la cage? Non, Francis n'a pas toujours fait ce qu'il voulait. Hein. Francis il a commencé à faire ce qu'il voulait à sa tête à partir du combat contre Stipe. Hein. Francis, avant, il écoutait religieusement. C'est-à-dire que, non, Francis, il n'a pas, on n'a pas, non, Francis, à un moment donné, je le vire de la salle sur le combat d'Anthony Hamilton. Et parce que je ne suis pas d'accord avec certaines choses sur lesquelles on n'a pas d'accord. Et je lui dis, bah, écoute, bon, je ne vois pas comment on peut collaborer ensemble. Je pense qu'il a déjà fait, peut-être à l'époque, il avait déjà fait 4 victoires consécutives. Et donc, il commence à prendre la grosse tête, il se comporte différemment. Et ben voilà, je lui dis, écoute, tu vois, tu peux aller t'entraîner avec tonton. Et donc, il va faire le combat avec tonton. C'est le seul combat où je ne l'ai pas accompagné à cette période-là contre Anthony Hamilton. Mais avant ça, non, les stratégies, on les mettait, c'était toujours la même chose, on les planifiait sur papier, tout était préparé. Non, il n'y a rien qui était laissé au hasard, rien du tout. Et effectivement, vous avez des personnes qui vont être dithyrambiques et qui vont aller gagner un combat et qui vont pointer du doigt la personne qui est l'auteur ou qui pense être l'auteur. C'est-à-dire que vous allez avoir un mec comme Joan Roming, il va gagner son combat au Cage Warrior. Bah, c'est une stratégie qu'on a faite complètement et le combat se déroule comme à l'entraînement. Tu prends l'entraînement, tu superposes, c'est pareil. Bah, il est en kiff. Et donc, il va crier MMA Factory et puis il va sortir de là et puis il va dire ce qu'on lui a apporté de bien, comment, voilà. Il y a des gens qui vont le dire. Il y a des gens qui vont dire, vous avez déjà entendu Cyril aller chercher des anecdotes, il va vous raconter, c'est incroyable. C'est juste incroyable parce que c'est comme s'il était visionnaire. On est en train de s'entraîner, on fait du striking, je dois battre un mec, je ne dois pas l'affronter en lutte. Et on est au Canada, dans la salle de JSP, il reste quelques jours. Et au bout de 3 jours, il reste du combat, il me dit, j'ai une révélation, je pense que tu peux le battre par guillotine. J'ai regardé encore les combats. Et puis, il y a des gens qui aiment le dire, et il y a des gens qui n'aiment pas le dire. Ouais. Si lui, il a une personnalité où il est un peu un self-made, il aime dire qu'il s'est fait tout seul, il aime ce truc-là où et donc, du coup, il ne va pas trop aborder ce genre de sujet. Il ne va pas aller dire, c'est pas méchant, même quand j'ai vécu de bons moments avec lui, il m'apprécie beaucoup, on est bien, on est comme des frangins, mais il ne va pas beaucoup aimer aller, c'est que lui, il se sent mal, ça lui enlève de la gloire de dire qu'il y a des personnes qui ont construit une certaine stratégie, une certaine manière de frapper, un certain combo, comme l'uppercut qui va soulever Overeem. Tu as beau lui montrer la vidéo, tu dis, bah, regarde, ça s'est passé comme ça, et il va te dire, ah, non, moi j'ai eu un bon réflexe, quoi. Moi je frappe comme ça, et c'est venu. Bah, il y a des gens qui, donc il a souvent écouté, effectivement, où il a complètement décidé
de changer de stratégie et d'aborder le combat comme il a abordé celui qu'il a abordé hier, bah, c'était sur celui de Stipe. Je n'ai même pas eu le temps de... Enfin, je le savais déjà au moment où on allait sur le combat. Puisqu'on avait déjà eu des conflits par rapport à cette stratégie-là à la salle. D'accord. Moi, je sors le game plan 2 mois à l'avance. Il est encore aux États-Unis. Il vient s'entraîner au MMA Factory. Je lui envoie déjà le PDF par WhatsApp. Toute l'équipe a le PDF. Tonton a le PDF. Tous les sparriers à la salle ont le PDF. Et donc, quand je me rends compte que la stratégie, c'est de toucher sans être touché, pour éviter non simplement la boxe de Stipe, puisque c'est un Golden Glove quand même aux États-Unis, et que c'est un NCAA, donc du coup, il est sur l'élite de la boxe anglaise, il est sur l'élite de la lutte. La seule manière d'éviter sa lutte et sa boxe en même temps, c'est de toucher sans être touché, donc de faire des entrées et des sorties. Un peu comme le combat qui nous a fait, comment il s'appelle, le footballeur américain, le poids lourd qui a combattu hier. Greg Hardy. Regardez, il a été exemplaire hier dans sa manière de toucher sans être touché, de faire attention à De Castro qui est un gros cogneur. Voilà un peu la stratégie que moi j'avais prévue pour à peu près sommairement pour Francis. Et durant les entraînements, on a un certain nombre de lutteurs qui vont faire tomber Francis à mort. Donc parmi lesquels Slim Strabeski qui va le faire tomber. Et donc je fais une pause parce que Francis, il va à l'abordage, il veut lui faire mal, il veut lui arracher la tête. Et le mec change de niveau, il le fait tomber. Donc, je stoppe l'entraînement. J'appelle Francis au premier étage. J'appelle Tonton au premier étage. J'expose ma problématique. Je prends un stylo. Il y a une feuille que je donne à Francis. Je prends un stylo et une feuille que je donne à Tonton. Je dis, les gars, mettons-nous d'accord. S'il y a quelque chose dans la stratégie que je vous ai envoyée qui ne vous plaît pas, soulignez avec un stylo. Retravaillons dessus. Allons chercher nos désaccords. Et Francis dit pourquoi? Et je dis parce que ce n'est pas respecté. Parce que ça fait 2 semaines qu'on s'entraîne là et qu'on fait le contraire. Au lieu de toucher et ressortir et d'être prudent pour la lutte, on court sur l'adversaire. Et Slim, qui est encore moins bon lutteur, en tout cas moins bon lutteur de MMA, parce que je pense que Slim, en lutte pure, il est meilleur lutteur, mais moins bon lutteur de MMA que Stipe, il réussit à t'amener au sol quand il veut. Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire machine arrière et réfléchir? Non, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Et il me dit clairement, moi, je suis d'accord, j'ai tout validé, mais sauf que je n'aime pas ta manière de scolariser le MMA, quoi. Enfin, c'est devenu trop scolaire, on doit utiliser des stylos, des machins. Bon, on a rigolé, Tonton s'est mis à rigoler ce jour-là. Et bon, voilà. Pour l'anecdote, on discute et Tonton lui dit non, il a un peu raison. C'est-à-dire que ou tu t'appliques dessus et tu n'avances pas et tu fais attention, ou tu nous dis qu'est-ce qui ne te va pas dans la stratégie et comme ça on va avec toi, on va te suivre, on va discuter, on va argumenter et on va décider quelle stratégie on prend. Et il dit non, il est d'accord, il valide ce qu'on fait. Mais sur les faits, ça ne se vérifie pas du tout. Et donc à partir de là, on a capté qu'il faisait confiance à cette patate, à cette puissance de régler le problème en une seule fois. Ce qui, des fois, marche. Hier, ça a marché magnifiquement. Et donc, ça fait une certaine frustration. Donc, moi, je n'ai pas été frustré que sur le combat. Moi, sur ce truc-là, j'ai été frustré longtemps à l'avance. Alors que moi, 1 mois avant, je suis frustré de dire est-ce qu'on est d'accord sur ce que je viens de mettre, quoi. Mais voilà, ce sont des choix qui sont venus expliquer aussi, à un moment donné, mon accord que j'avais avec Dana White quand Dana White avait fait des déclarations sur Francis. Et les gens ne pouvaient pas comprendre. C'est-à-dire que moi, je suis très dithyrambique avec mes gars. J'ai fait des gains incroyables avec lui. Je suis allé au front avec lui. C'est mon gars. Donc, du coup, il y a hors de question. Mais cependant, il faut avoir de l'objectivité quand on a un homme public. Il faut où on ferme sa bouche, où on est objectif et on dit les vérités. Et la vérité, c'est de pouvoir dire que quand j'ai un athlète qui vrille et que ça ne va pas, c'est de mon devoir non simplement de lui dire à lui, parce qu'à lui, je lui ai dit, on a eu des réunions dessus, mais aussi de dire au public en disant non, je ne suis pas d'accord, il y a des choses que vous ne savez pas, parce que voilà, à partir du moment où tu deviens un sportif de haut niveau, tu deviens quelqu'un de public et donc tu dois quelque chose au public. C'est bien beau de remercier le public en disant au public, merci à vous, sans vous, je ne serais pas là. Il ne faut pas que ce soit des belles paroles juste pour faire plaisir au public. Il faut que tu le penses et que tu puisses donner des explications au public. Les gens pensent qu'on s'explique au public juste parce qu'on
on veut faire les mecs qui racontent des histoires. Mais non. Quand tu es un président de la République, tu es élu, bah, tu dois expliquer des choses au peuple. Quand tu es un sportif de haut niveau et qu'il y a des personnes qui t'encensent et qui te donnent des millions de vues et de commentaires, tu leur dois aussi un peu des explications sur ton comportement, sur ta manière d'être. Et au Factory, tu as développé un écosystème, t'en parles souvent, où tu as le management, le MMA Factory, tu as vraiment ce côté, on a l'impression qu'il y a énormément de combattants pro, ce qui est assez rare quand même, qui évolue à si haut niveau, et tu parlais de ta méthode justement de faire en sorte que tout le monde se tienne entre guillemets à carreau, mais c'est assez frappant dans le MMA dans le sens où là, on a vraiment l'impression que tout le monde est all-in dans le système. Est-ce que pour toi, ça, c'est quelque chose que tu mets au clair à chaque fois avec tes élèves de dire vous êtes obligés de croire en ça et forcément si vous êtes comme Francis ou vous habitez à l'étranger ou que vous venez juste faire des piges, ça va être compliqué, alors que on voit par exemple des gyms comme par exemple le Tristar Gym où il y a Kevin Lee qui va s'entraîner de temps en temps ou Jackson Wink où de temps en temps il y a des mecs qui viennent. Toi, au contraire, on a vraiment l'impression que c'est Fernand, on part à la guerre avec lui et c'est un peu à la vie à la mort. C'est quoi ça? C'est quelque chose que tu mets au point dès le début à chaque fois. Enfin, tu vois, il y a vraiment quelque chose où on a vraiment l'impression d'une filiation avec tes athlètes. J'essaie ça donne l'impression de loin, mais j'essaie de donner les cartes et ensuite les athlètes vont choisir leur camp. Ils vont choisir ce qu'ils préfèrent comme méthode. C'est assez particulier. J'ai Véronica Macedo, par exemple, elle est affiliée, elle revendique l'affiliation MMA Factory fortement. Elle insiste dessus en disant moi, je suis une factorienne avide. Moi, j'adore le MMA Factory, mais attention, coach, tu me connais, je suis une voyageuse. Je vais m'entraîner partout dans le monde parce que les conditions de vie avec mon papa font que nous sommes des voyageurs, on aime beaucoup voyager. On va au Brésil, on va en Allemagne, on va en Pologne, on va machin. Elle va partout, Véronica Macedo. Elle s'entraîne quasiment partout. Elle a un kiff pour aller à telle planète. Elle prend son avion, elle va à telle planète, elle va s'entraîner. Ensuite, elle va apprendre qu'il y a Athos qui a fait un truc de solde incroyable et tout. Elle va voyager pour aller s'entraîner là-bas. Voilà. Elle aime cette liberté-là et cette manière de le faire. Mais ça va avec ce qui va avec. Ça apporte un peu de perturbations dans la stabilité de la stratégie. Ça apporte un peu de perturbations dans l'assimilation des apprentissages parce que du coup, tu connais beaucoup. Tu apprends beaucoup, mais tu n'arrives pas à tout ordonner. Ouais. Voilà, mais elle aime ça, c'est-à-dire qu'elle est dans l'écosystème, elle est managée par le Management Factory, et pourtant elle était managée par une grosse boîte, hein, elle était managée par MMA Cartel, la Pologne, qui font un très bon boulot. Je passe le bonjour à Obos Powell, qui est un ami, et puis elle a décidé de choisir de venir au Management Factory, pour occuper son contrat avec l'UFC et de bien s'occuper d'elle. Donc, ça se passe bien, mais cependant, pour moi, c'est un bordel à suivre. C'est très compliqué de la gérer parce que tu ne peux pas imprimer une connaissance, tu ne peux pas imprimer une méthode pendant longtemps, c'est très changeant. Et bon, voilà, tu fais avec. On a des athlètes comme Yon Koutelaba qui, lui, est factorien de temps en temps parce qu'il va voyager et qu'il va venir s'entraîner de temps en temps, mais qui en team n'est pas team factorien, il est team Koutelaba. Il vit en Moldavie, mais il est managé par le Management Factory et il n'a pas de problème avec ça. Et moi aussi, je n'ai pas de problème avec ça. On a nos accords, il le fait comme il le vit parce que ça lui coûte très cher de venir souvent en France. Il est très attaché à sa femme et son enfant. Quand il vient faire les préparations en France, il paye, il a un budget de quasiment 5 000 € pour une préparation. Ça lui coûte cher parce qu'il prend un Airbnb à côté du MMA Factory, il ramène sa famille, machin, ça lui coûte cher. Donc, du coup, tu vas voir, il va poster des choses sur MMA Factory, il aime beaucoup le MMA Factory, mais très clairement, il n'est pas un factory. C'est pas un mec dont la team est MMA Factory. Il a sa team en Moldavie, il a sa vie, il apprécie beaucoup l'apprentissage du MMA Factory, il parle de moi avec beaucoup d'éloges en disant que je suis un des coachs et tout ça. C'est bien, mais en tout cas, on n'a pas de problème à ce niveau. Et puis, il y a l'écosystème où il y a la plupart qui se reconnaissent et qui se sentent bien dessus. Ça ne fait pas l'unanimité. C'est-à-dire que le parallèle, je m'amusais l'autre fois, professeur Raoult qui parlait du coronavirus, qui est un mec
polarisant, on va dire. Que soit on l'aime beaucoup, soit on le déteste d'un coup. Ça me parle un peu. Et professeur Raoult disait, bah, il y a un collectif de jeunes étudiants, des médecins internes, qui n'étaient pas d'accord avec les méthodes employées parce qu'on avait l'impression que c'est une espèce de gourou dans son écosystème qu'il avait mis. Il emploie aussi ce mot-là, écosystème, à Marseille et tout. Et j'aimais bien qu'ils disent, bah, j'ai 600 personnes ici à l'intérieur et vous me parlez de 11 personnes qui ne sont pas d'accord. Bah, faites un peu le rapport, le ratio, il n'est pas... C'est normal qu'on ne fasse pas l'unanimité, c'est pas... Sinon, ce serait... Là, ce serait une secte, quoi, si c'était l'unanimité. Donc, moi, je ne pense pas que les méthodes que j'aime mettre en place au MMA Factory ne font pas forcément l'unanimité et je suis d'accord et je me battrai pour que ceux qui ne sont pas d'accord avec ça puissent exprimer leurs idées. Je n'ai aucun problème avec ça. Cependant, c'est un écosystème qui me permet d'être efficace dans la direction de sportive et des carrières des athlètes. Parce qu'il est plus facile pour moi d'avoir une vision systémique des choses. Donc, c'est un système dans lequel on aura le management, l'entraînement, la récupération, l'optimisation de la récupération, l'image de la personne qui est soignée. Quand j'ai tout qui est fait en bloc, ce n'est pas que moi, je fais tout. J'ai des experts qui sont des très, très bons en communication, qui vont s'occuper de la communication du MMA Factory et qui vont gérer les images des gars. J'ai des experts qui sont très bons en nutrition sportive, le pôle nutrition dirigé par Nicolas Hott, qui est en même temps le responsable sur la performance sportive, même si j'en suis le directeur. J'ai des préparateurs physiques incroyables. Rachid, très bon préparateur physique. Ryan, le préparateur physique de Cyril Gann, Ryan Gillet, pour moi c'est un génie, limite il me fait chier parce que j'ai envie de lui mettre bas. Il est trop introverti, il n'aime pas trop parler de lui, il est très renfermé, mais c'est une bible de connaissances, c'est un génie, j'adore. J'ai des préparateurs mentaux qui sont très bons, Ousmane qui fait un travail excellent, j'ai Christina qui est une judokate de l'équipe de l'Italie de judo qui fait un travail incroyable sur la préparation mentale. J'ai Benjamin Barou-Websen. Il y a un staff incroyable qui m'aide à faire tourner cet écosystème. Mais cet écosystème, c'est ça qui fait vivre un bateau parce que du coup, chacun trouve sa place dans le bateau. Je ne veux pas que le MMA Factory soit la cause de Fernand Lopez. Je ne veux pas faire un gym Fernand Lopez, sinon j'aurais fait un gym Fernand Lopez. Il s'appelle MMA Factory parce que c'est une institution sur laquelle Fernand Lopez va partir, il va mourir, il va disparaître. Et puis derrière ça, il y aura une suite en fait, une pérennisation parce qu'il y aura eu des connaissances et beaucoup de connaissances. Le modèle que j'essaie de faire, c'est un modèle guidé, mais c'est un modèle qui n'est pas sur ma personne. Je la décentralise et aujourd'hui, ça me donne du confort. Je suis capable d'aller au Sénégal, faire 2 semaines, ensuite aller en Corée, ensuite aller machin. Et pendant que le MMA Factory tourne correctement, parce que j'ai confiance à des personnes qui sont juste géniales, des personnes qui vont apporter beaucoup à la salle, qui vont apporter de leur personnalité. Vous connaissez Pico, vous l'avez connu, c'est une personnalité, un certain charisme et tout que j'adore et qui va galvaniser les jeunes, qui va apporter le côté grand frère à la chose, qui est un bon coach. Vous avez connu Samir Faïdine, champion du Cage Warrior. C'est un petit qui est... je mesure très bien ce que je vais dire. C'est quelque chose de lourd, mais je considère Samir Faïdine comme étant le meilleur entraîneur de la planète pour les enfants. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le battre. Je m'incline. J'ai été entraîneur en scolaire et en périscolaire. J'ai entraîné dans des écoles. J'ai entraîné au MMA Factory les enfants en termes de pédagogie, de connaissance de la psychologie des enfants, de connaissance de l'anatomie de l'enfant et tout. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un être humain sur la planète Terre qui puisse battre Samir Faïdine. Donc, je lui chapeau. Il est passé de 12 gosses à quasiment 250, un peu plus de 250 enfants de 4 ans à 15 ans. Et avec lui, il a son staff. Il a Rizen Zouak, il a Tanoushan, des personnes qui travaillent dans cet écosystème, son petit écosystème. Vous pouvez aller regarder, il a mis mais c'est incroyable quand même, je suis entouré de génies, j'adore. Il a mis en place
un programme de confinement pour des enfants, des préados, des ados. Et donc, les enfants ont tous les jours des exercices à faire pour le confinement, pour faire du shadow MMA. Vous avez vu ça où, les gars? On serait aux États-Unis, le petit, il aurait eu le MMA Award du meilleur entraîneur du monde. Enfin, c'est génial. Il est encore gosse, il a encore un quart de siècle, il est champion du Cage Warrior et il est le meilleur entraîneur des gosses du monde. Donc, voilà un peu ce qui me permet de croire à un écosystème. Ce n'est pas parce que mon ego me dit je veux tout prendre et je veux tout contrôler. C'est parce que je mets en place un process, je mets en place avec mes gars, je suis extrêmement aidé de quelqu'un que vous avez reçu récemment, qui est très brillant, dont je suis très admiratif, Benjamin Sarfati. Il m'aide à mettre en place des process, des choses qui vont permettre que le MMA Factory puisse rouler. Et à partir de là, ça roule. Et du coup, l'écosystème, au moment où tu manages le mec, tu le vois à l'entraînement. Tu vois ses points forts, tu vois ses points faibles. Tu sais quand il est fatigué. Tu sais comment il respire. Et tu sais donc le match-up que tu peux lui donner. Et tu peux t'amuser à aller prendre des mecs un peu plus forts que lui, qui vont le faire monter de ranking, mais qui ne sont pas plus forts que lui mentalement, psychologiquement ou intellectuellement. Parce que tu as la bonne mesure. Et c'est de ça que je suis fou amoureux de cette approche systémique de l'entraînement. Et en étant, nous, on est assez admiratifs de ce que tu fais avec le MMA Factory parce qu'on a été dans de nombreux gyms. Et c'est vrai que la principale question que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il y a des gyms, on va dire par exemple, on va au Tristar Gym, on va dans plein d'endroits dans le monde, à chaque fois, c'est orienté performance. Là, le MMA Factory, tu as la performance, tu as le côté psychologique, tu as le côté aussi gestion de carrière, et c'est quelque chose qui est, pour le MMA, assez unique. Et à quel moment ça t'est venu, sachant que ça t'est venu avant Francis, donc t'as pas ce côté, entre guillemets, tu vois, peur, on va dire, de redescendre de ton piédestal, et c'est à quel moment où tu t'es dit, il faut que je crée un truc qui, pour moi, en MMA, semble unique, où en gros, tu peux faire un espèce de centre de formation façon gros club de foot, où le mec est biberonné de 10 ans jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle, avec en même temps, ton entraîneur va aussi pouvoir te manager, et donc finalement, va te connaître parfaitement. C'est un projet qui m'est venu dès le début de la création du CrossFight et tout. Mon idée, c'était d'avoir un écosystème. Très rapidement, le MMA Factory est devenu la salle où, d'ailleurs, c'est ça qui a amené les premiers conflits avec les athlètes. Parce que dans l'écosystème, il faut que le contribuable paye. Et on est dans une nation qui a formé le bénévolat et dont le bénévolat a tué le sport. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelait les années glorieuses. C'est les années où l'État, pour récompenser et apporter un peu de joie dans la vie des personnes qui avaient souffert avec la guerre, a donné des vacances payées. C'était le début des vacances payées et les premières vacances, c'était en montagne. On avait fait du ski gratuitement et les salles de sport se sont créées. Il y a eu beaucoup de gymnases où aujourd'hui, vous allez en banlieue pour 49 € parce que la mairie paye tout le reste. L'habitant peut aller faire du sport dans une salle climatisée avec sauna, avec hammam, avec tout ce que tu veux. Et donc, ces personnes-là, quand elles voyageaient, quand elles se déplaçaient et qu'elles arrivaient au MMA Factory, et qu'on leur disait que le prix de l'abonnement, il est à 700 €, elles disaient non, mais vous touchez les gars, vous n'êtes pas sérieux. Et donc, du coup, en plus, les compétiteurs n'ont jamais payé. On a toujours cette notion-là où le compétiteur ne paye pas, sauf que le compétiteur était le plus grand consommateur. Alors que, moi, je ne veux pas vous cacher, vous avez une salle qui est installée sur l'avenue Poniatowski, à la bouche du métro, dans le 12e arrondissement de Paris. Je vous laisse deviner combien le loyer peut payer. C'est-à-dire que la barre blanche que vous voyez là, ça ne vient pas. Je pense que ça pousse de manière artificielle parce que la tête, voilà quoi. Vous vous demandez chaque mois comment vous allez tenir l'autre bout du mois. Et donc, le projet était d'apporter de la réglementation et des process. Donc, les premiers clashs avec les plus grands qu'on a eus au MMA Factory à l'époque, au CrossFight, c'était sur le dire, bon les gars, on a essayé de faire des cadeaux, de donner de l'eau à boire à tout le monde gratuitement, de faire machin, on ne s'en sort pas. Il va falloir que le contribuable mette la main dans la poche. À partir de maintenant, les athlètes
qui que vous soyez, quel que soit le niveau, vous allez devoir payer une cotisation parce que sinon on ferme le MMA Factory. C'est aussi simple que ça. On met la clé à la porte. D'ailleurs, le MMA Factory a connu des moments assez difficiles puisqu'au moment où j'ai créé, j'avais des partenaires et tout qui ont dû lâcher l'affaire Crossfight parce que c'était super compliqué. Donc, moi, à la base, c'est ce que je voulais. J'avais comme rêve de me dire qu'on a un écosystème où aujourd'hui, on a des promotions au MMA Factory. Donc, Samir vous en parlera le jour où vous le questionnez sur le projet Ambition 2025 ou le projet Ambition 2035. Ce sont des jeunes qu'on pense qu'en 2025, ils seront à l'UFC. Ce sont des adolescents aujourd'hui dont on pense qu'ils seront à l'UFC en 2025. Voilà, ce sont des personnes qui vont entrer en professionnel en 2025 ou qui seront en 2035 à l'UFC. Et donc, du coup, ces personnes-là, ces jeunes-là, sont dès à présent dans un programme de préparation physique. Alors, on a des athlètes aujourd'hui, on a des jeunes aujourd'hui qui sont pré-ados, qui font déjà de la préparation physique de haut niveau. Attention, on a des experts avec des masters, avec des bardés de diplômes qui vont effectivement vous rassurer tout de suite. C'est-à-dire que quand on vous dit préparation physique sur un jeune, et vous avez tout ce qu'on vous a raconté comme histoire, vous dire mais non, oulala, on ne peut pas développer la force sur un enfant, c'est pas normal, c'est pas possible. Oulala, il y a la croissance et tout, on ne peut pas faire ci. Mais non, on peut développer la force, on peut développer, c'est l'âge d'or de la vitesse, c'est l'âge d'or de la force, c'est certain. Mais encore, on va choisir quel type de force. Force sans charge additionnelle, on va choisir de commencer à les éduquer sur des moments d'explosivité, d'haltérophilie carrément, avec du bâton de balai. On éduque une promotion, toute une génération de personnes qui sont signées, les mecs qui sont amateurs, ils sont dans la foulée, avec l'accord de leurs parents, intégrés dans le Management Factory pour qu'on manage leur carrière et dans la foulée, avoir une continuité pour le sport de haut niveau avec une vision de quelqu'un qui les a vus tout gosses, qui les a vus grandir, qui a enlevé les phases de structuration où on était sur du ludique vers les phases de perfectionnement sportif et vers les phases de haut niveau pour la suite. Voilà un peu ce que nous, on essaye de faire. Et donc, encore une fois de plus, vous allez voir que la tendance a changé. C'est ça le truc avec le fait d'être précurseur sur pas mal de choses. Autant je n'ai pas été, contrairement à ce que les gens pensent, précurseur sur le MMA. Il y a beaucoup de gens qui disent, franchement, Magnifique, ce que tu fais, tu es un précurseur, non, sur le MMA, non, je suis un dernier né du MMA. Moi, le MMA, je l'ai connu il y a une dizaine d'années. Il y a des gens qui ont beaucoup plus d'assiettes que ça, qui ont connu le MMA depuis très longtemps et qui ont des valeurs nobles dessus. C'est-à-dire que maintenant, autant sur ce qui est de salle de sport professionnelle avec une structuration et un écosystème où on peut avoir un suivi professionnel, précurseur. Là, que sans vouloir me jeter des fleurs, on s'est organisé dessus de manière à ce que c'est avec l'arrivée de Taylor Lapidus, Michael Lebou et Francine Ngannou à l'UFC que tout bascule et que les gens comprennent, oulala, il y a quelque chose qui se passe. Ces mecs, ils ont une salle de sport, ils peuvent s'entraîner 24 heures sur 24 parce que c'est une salle privée, ils ont les clés de la salle. C'est là où les choses commencent à changer. Ensuite, au début, il y a beaucoup de gens qui critiquent et qui disent « Mais non, c'est pas normal, il veut tout faire, il fait tout. Comment c'est possible qu'on fasse à la fois du management, à la fois de l'entraînement, à la fois de machin ?» La première des choses, c'est que je me donne les moyens. Le but d'étudier, c'est aussi ça. C'est que quand on fait des études, on va faire des études qui nous permettent de pouvoir gérer, intégrer ce qu'on fait. Et j'ai mis un peu de temps dessus et je me suis entouré, j'ai recruté des personnes qui avaient un potentiel et le MMA Factory a payé continuellement les formations à tous ces entraîneurs. C'est-à-dire que quand vous êtes entraîneur au MMA Factory, si vous avez une formation à faire, le MMA Factory paye la formation parce qu'on considère que la clé voûte en fait de l'évolution. Si la formation est sur le sport, on la paye parce qu'il y a des retombées et c'est un écosystème qui se nourrit en lui-même. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez voir que de plus en plus, les structures commencent à créer leur propre management. En tout cas, se managent entre eux, sans dire qu'ils sont en management, mais juste en négociant les combats pour eux-mêmes parce qu'il y a une certaine visibilité. Donc, au début, on critique, comme on dit toujours, comme j'ai dit souvent, au début, c'est pas possible. On dit juste c'est fou, c'est une bêtise, c'est pas intelligent. Ensuite, on trouve que c'est dangereux
parce que l'écosystème, enfin, l'ordre établi, ça devient dangereux. C'est pas comme ça qu'on a souvent fait. Il y a un manager à part, il y a un coach à part. Et ensuite, on se rend compte, bah, c'est évident. On est dans la phase où on va commencer à comprendre que c'est évident que avoir les deux ensemble, le management, l'entraînement, devient un point fort. Mais sauf que, effectivement, si tu as 100 athlètes et que tu es un coach unique et que tu es un entraîneur unique, bah, tu ne peux pas suivre ton projet. C'est un bon truc, mais tu vas être noyé. C'est ça qui change. Les gens se disent, bah, moi, j'ai atteint ma limite de management. Moi, j'ai 40 personnes, je ne peux plus manager. J'ai 50 personnes, je ne manage plus. J'ai 40 personnes, c'est trop. Non, non, non. Ça, c'est quand tu fais tout toi-même. Quand tu es entouré de personnes qui sont dans un écosystème et qui font évoluer le système, bah, tu n'as plus peur. Il n'y a que le sky is the limit. Tu n'as plus peur. Pourquoi tu vas te limiter? Bah, tu montes à 1000 athlètes, bah, tu montes à 200 instructeurs et à 200 formateurs. Tu continues à former du monde, tu continues à payer des diplômes, tu continues à former du monde. Et là, tu as de l'expansion. Et comment t'expliques qu'avant toi, finalement, personne ait pensé à ça ou se soit dit on va faire ça parce qu'on pense notamment aux États-Unis où le sport est beaucoup plus mature et rapporte beaucoup plus d'argent. C'était quoi, tu penses, toi, une problématique financière et le fait que toi, tu avais entre guillemets rien à perdre et que justement tu es dans une situation un petit peu compliquée, tu te dis bon bah la banco, qu'est-ce qui fait que ce soit toi et pas quelqu'un d'autre? Parce que j'imagine quand même qu'il y en a d'autres qui ont eu l'idée avant, non? Ouais, je pense qu'il y a des génies, il y a des bonnes idées en France. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment oser. J'aime un peu oser. J'aime un peu poser mon pied sur la ligne jaune. Il y a une ligne jaune qui ne doit pas être traversée, mais j'aime des fois frôler la ligne jaune et la piétiner un peu. C'est l'histoire du cycle d'hiver. Le premier MMA avec frappe au sol, bah, c'est l'histoire un peu du cycle d'hiver. Cette conversation-là, du cycle d'hiver, je l'ai eue avec Mathieu Nico, avec Stéphane Chauffoyer, quelques années plus tôt. D'accord. Et je propose à mes deux amis, puisque moi, j'étais un petit, moi, je venais d'arriver. Mathieu, c'est un ancien du MMA. Stéphane Chauffoyer, il a construit le MMA en France. Il a le 100% fight. Tous nos grands champions sont passés par le 100% fight, finalement. Complètement. Taylor Lapouille, Michael Lebout, Francis. Ah ouais, tout le monde. Rappelez-vous de la Supreme League. On a gagné le tournoi de la Supreme League. C'est ces anciens-là qui ont fait le truc. C'est des mecs comme Daniel Cognable. Ça, c'est les vrais anciens. Ce sont eux les anciens. Moi, je suis un nouveau, je suis un élève de Mathieu Nico. Et donc, quand je fais l'extrême gladiateur à l'époque, on en parle et je dis à Mathieu, le MMA, c'est pas illégal. En fait, il y a moyen qu'on organise quelque chose. Et on en discute. Après, on dit qu'on va faire quelque chose et puis le projet tombe à l'eau parce que Stéphane, il s'est dit, moi, écoute, j'ai dit à mon écosystème qui est bien, aller jouer avec le feu de défier la loi, ça peut apporter un danger, ça peut apporter un truc qui n'est pas correct. Mais moi, j'aime ça, en fait, aller jouer ce qui est possible. C'est-à-dire que tant que je ne vais pas de l'autre côté de la loi et que c'est possible, je vais aller pousser un peu pour aller faire ce qui est faisable. Et c'est ce qui s'est passé. Et la même chose, faut les couronner pour aller chercher à mettre un truc comme ça où tout le monde va te critiquer. C'est dur, hein. Moi, j'étais extrêmement critiqué sur l'approche en question parce que les gens te voient comme un gourou. Bah, vous disiez, moi, je veux ma liberté pour aller faire, je veux aller dans tel management. Moi, je veux pouvoir faire ça et faire ça. Je veux pouvoir faire ça et faire ça. Et ensuite, vous prenez toutes ces personnes qui ont voulu la liberté de se dire que je ne veux pas être dans un écosystème, je vais aller picorer à gauche et à droite. Vous regardez les tracés de trajectoire et de carrière et vous vous rendez compte que ça bloque quelque part. Il y a un truc qui ne va plus quelque part. Ça bloque quelque part parce que les mêmes personnes qui vous ont reproché pendant un certain temps et qui venaient vous voir pour vous demander, moi je suis un manager, j'ai envie de placer ton gars, et qui te demandait la permission pour placer ton gars et qui disait putain Lopez il est trop dur et tout pour placer un gars et tout, il fait 15 000 analyses et tout, il demande ceci, il vérifie ceci, moi ça me fatigue ça et tout, moi je veux parler directement aux athlètes. Et les athlètes lui disaient non, passe par le coach parce qu'il va vérifier des choses que nous on ne vérifie pas. Et moi je voyais des trucs, des pièges compliqués en Russie et tout, je dis c'est pas bon le truc. Ces mêmes managers, ils deviennent des managers et ils ont écrit un peu quelque chose avec pignon sur rue.
Et ces mêmes personnes commencent à mettre des règles, en fait. Les mêmes règles qu'ils ne voulaient pas dans la structure de l'autre, ils commencent à dire, ah, c'est pas con ce qu'il avait fait. Il faut que les mecs qui signent le contrat, qui sont obligés de ne pas aller picorer à gauche, à droite, il faut qu'ils mettent bien le logo de mon management, il faut qu'ils mettent bien mon équipe et tout. Et là, ils commencent à comprendre avec le temps ce qui s'est passé, en fait. Pourquoi il y avait ce bordage, en fait, à l'époque? Pourquoi est-ce qu'on encadrait les choses? Parce que l'homme prudent voit le mal de loin et qu'on essaie d'être en anticipation. Mais comment est-ce que tu fais en revanche? Parce que le truc, c'est que un peu de la même manière que finalement ce qui s'est fait, c'est un parallèle, bon, c'est à quelques années d'écart, mais c'est aussi ce qu'on dit généralement de Dana White, des frères Fertitta, c'est que il y a des gens qui avaient déjà des organisations de MMA, sauf que eux, ils ont eu la vision et ils ont eu, entre guillemets, un petit peu les couilles de le faire et de tout lancer. Et on voit ce que ça donne aujourd'hui. Ils ont toujours un coup d'avance. Mais le truc, et parce que c'est un peu l'impression qu'on a en fait avec le MMA Factory et le Management Factory, c'est qu'il y a un petit peu ce côté, comme tu disais Guillaume, un peu ce coup d'avance en fait, parce que c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose non seulement en France, mais dans le monde qu'on n'a pas. En revanche, toi, d'un point de vue perso, comment est-ce que tu vas faire? Parce que là, pour avoir une main sur Ares, sur le Management Factory, sur le MMA Factory, en tant que coach, mais comment est-ce que tu vas faire pour survivre sans avoir à te dédoubler en 5? Non, honnêtement, je vais vous dire, vous pouvez le voir, je le dis en toute modestie, ma qualité de vie, elle s'améliore plus le boulot avance parce que j'ai des amis qui m'ont donné la clé. Et la clé, c'est juste de savoir déléguer et de savoir faire confiance aux autres. Il y a un moment donné où on souffre beaucoup parce qu'on a du mal à déléguer. Et puis, il y a un moment donné, moi, je vous dis, juste un exemple, les réseaux sociaux, je m'en suis occupé pendant 4 ans, quoi. C'est celui qui faisait les réseaux sociaux jusqu'à ce que je trouve une très belle agence de communication qui s'en occupe et qui gère, qui gère ça. Mais pendant très longtemps, vous imaginez un peu, vous avez de l'interruption à faire, des athlètes à faire, des trucs à faire, et vous êtes là à poster tout ce qui se passe. C'est infaisable. Est-ce que vous imaginez que pendant 4 ans, 5 ans même, j'ai posté personnellement des anniversaires de tous les... Enfin, est-ce que vous imaginez... C'est du délire, c'est du délire. Voilà, et donc, très récemment, je suis vraiment content d'avoir eu la force de comprendre que je ne peux pas tout contrôler, que je ne peux pas tout faire et de donner aux professionnels ce qu'ils savent faire. Je laisse les professionnels travailler, je travaille sur autre chose et ça m'aide sur la qualité de vie. Aujourd'hui, je peux profiter de mes filles. Je le sens vraiment que je respire vraiment. Je commence à faire des vacances. Après, mes vacances, les dernières vacances que j'ai faites, qui étaient mes premières vraies vacances, étaient séparées de 8 ans de ce que j'avais fait comme vacances avant. Donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que je suis chez Vivendi, par exemple, on parlait de Ares, je suis le directeur sportif, mais vous n'imaginez pas, vous n'imaginez pas ce qui se passe chez je dis vous n'imaginez pas, mais j'exagère un peu parce que je sais quand même que vous avez été très grand acteur sur le Sénégal et que vous avez beaucoup travaillé avec Vivendi. Vous êtes d'accord que l'équipe, elle est monstrueuse. C'est-à-dire que je suis le directeur sportif, mais à côté, je suis personne, à côté de ce qu'il y a comme machine de guerre. C'est-à-dire que vous avez eu affaire à Camille, vous avez eu affaire à Eléa, vous avez eu affaire à Emmanuel, à Guillaume, Benjamin, sans compter tout le staff derrière, Touko, sur ce qui est du marketing, de la monétisation. Vous avez un staff incroyable. Vous avez l'organisation, le montage et tout qui est fait avec l'équipe de PRG, qui en termes de production, c'est un truc de fou. Vous avez d'un autre côté Canal Plus qui suit derrière. Vous avez... C'est une machine de guerre incroyable. Donc, si vous voulez, quand on parle de la partie sportive, je vais penser à des choses, je vais avoir des idées, je vais apporter de la révolution, mais j'ai des collègues qui m'aident à moi dessus. Là, on vient d'échanger des contrats sur Ares et tout, sur les modalités de pouvoir payer les gens et sur la manière d'aller chercher la créativité sur Ares et tout. On va modifier les contrats, le service juridique s'en occupe et tout. Mais j'y mets l'idée, on en parle en réunion, mais très rapidement, il y a le big boss, le chairman Chalewachu qui va arbitrer mon idée. Ensuite, derrière, à côté de ça,
il y a des vrais génies sur la partie légale qui vont s'en occuper, comment faire pour que ce soit le public qui vote. Il y a, donc, les réunions, elles sont faites tous les jours. Il y a Guillaume qui est très, il est bon sur ce qui est de mettre la logistique en place et tout. Il y a Emmanuel qui va gérer d'une main de fer la communication. Enfin, tout s'organise bien, non? Oui, j'ai un poste assez important avec des responsabilités importantes et tout, mais le plus gros boulot, c'est le plus difficile, c'était de savoir comment s'organiser pour qu'on soit bien entouré et qu'on s'entraide. Le MMA Factory, c'est pareil. Je vous dis, voilà quoi. Quand tu as une direction d'une salle de sport, une petite salle de sport comme le MMA Factory, et que tu peux t'appuyer sur 22 coachs tous diplômés, et que tu peux t'appuyer sur 6 préparateurs physiques, des monstres, et que tu peux t'appuyer sur 3 préparateurs mentaux, et que tu peux t'appuyer sur une équipe médicale avec Jess, avec François. Enfin, ça va. Donc, effectivement, il y a le Management Factory, il y a 2 senior managers, il y a une douzaine de junior managers. Il y a moyen de s'en sortir si on est bien organisé. C'était ça le plus difficile, en fait. C'était de créer autour de soi un écosystème de personnes qui font que le modèle business ne soit pas basé sur la tête de Fernando Lopez. Dès que vous mettez un business qui est basé sur la tête de quelqu'un, alors le business n'est pas pérenne. Parce que le jour où j'ai un accident, le jour où le coronavirus s'occupe de moi, ou je ne sais pas quoi, bah, tout s'écroule. Alors que là, on a fait quelque chose qui est complètement, où les cellules sont complètement indépendantes. Vous avez été au Sénégal, je pense. Vous avez vu que au Sénégal, il y a eu 5 combattants du MMA Factory qui ont combattu, qui devraient combattre. Parmi ces combattants, je n'ai entraîné aucun. Est-ce que vous connaissez un club qui peut avoir le luxe que le head coach n'entraîne aucun des combattants d'élite qui s'entraînent? Je n'ai entraîné aucun. Nassourdine a fait la performance du siècle. Je ne lui ai pas fait une patte douce. Je n'ai rien. Je me suis donné la mission et le devoir intellectuel de ne pas aider aucun des mecs qui va combattre dans mon organisation, dans l'organisation à laquelle je suis le directeur sportif. Par souci d'équité, pour pouvoir aller chercher la justice et que tout le monde soit au même pied d'égalité. Pourquoi? Parce que je peux me le permettre. Parce que dans leur coin, il y avait Nicolas Hott, il y avait Pico, il y avait même des grands entraîneurs. C'est-à-dire que je vous dis, on a oublié aujourd'hui Benjamin Safati, on le voit comme le président du MMA Factory, mais on a oublié qui c'est à la base. En fait. C'est une révolution, Benjamin Safati, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en gros, ce mec-là... Il a fait la tournée des ceintures européennes. C'est ça. Il a été surnommé par les factoriens TBH. Vous savez, c'est quoi TBH? Best quelque chose? Non, c'est voilà, le chasseur, c'est ça, voilà. The Belt Hunter. Magnifique. The Belt Hunter. TBH, c'est le nom de Benjamin Safati. Et il faut connaître son histoire pour comprendre. C'est un truc de fou. Le mec qui fait le Krav Maga, il a des salles de Krav Maga, il est expert en Krav Maga, mais il a fait beaucoup de sport à côté, il aime bien le sport. Il va faire le MMA juste pour jouer. Et il passe au MMA Factory et je me mets à l'entraîner sur le MMA et puis il va passer chez les pros et puis il va apprendre un peu. Et puis finalement, je lui dis, je pense que tu es un très bon pédagogue et que tu peux devenir un gros coach, un grand coach. Et il va prendre des athlètes comme Anthony Dizzy, qui a combattu au Bellator du très haut niveau. Il va aller prendre, il va aller chercher des ceintures il a fait, en une année, il a ramené 5 ceintures au MMA Factory, y compris la ceinture de Karl Amoussou du Cage Warrior. Le mec part de self-défense de... Voilà quoi. Donc, certains n'ont pas le respect de ce sport-là. Qui ne dit pas qu'il est un sport pour défier tel autre sport. C'est du Krav Maga, c'est de la self-défense, à sa place. Et il va faire un cheminement. Il va apprendre la discipline. Il va apprendre à enseigner la discipline. Il va être diplômé d'État sur la discipline. Et il va devenir l'un des meilleurs coachs qu'on ait jamais eu en France. Je mets au défi, il n'y a pas beaucoup de coachs qui ont ramassé autant de ceintures que Benjamin Safati. Et il devient le président du MMA Factory.
il devient le responsable sur le développement et l'expansion de Ares dans le monde. Et ce mec est en même temps le président, non, le responsable technique européen de la Fédération de Krav Maga. Bon, les gars. Ouais, ça commence à faire pas mal là, ouais. Voilà, si vous ne lui dites pas chapeau, bon, voilà. Il est, entre-temps, j'ai oublié de vous dire, mais il a été le vice-président de la CNMMA, la Commission nationale des MMA. Est-ce que vous imaginez le parcours un peu du mec? Voilà. Et quand vous êtes entouré de personnes comme celle-là, vous ne pouvez pas échouer, c'est mort. Et pour revenir à Ares Fighting Championship, ce sera le dernier point de l'interview. L'organisation, donc c'est une organisation afro-européenne. Il y avait le premier événement au Sénégal où on était, qui a impressionné visuellement au niveau organisation. Il devait y avoir le deuxième là en Belgique. Malheureusement, le coronavirus est passé par là. La carte d'Afrique du Sud que tu avais révélée en story sur Instagram était hyper dense. Là, concernant l'Europe, est-ce qu'on va prochainement avoir des événements à Ares? Parce que je pense que les gens, après avoir vu, on va dire, le petit teasing qu'il y a eu quand même, là, les gens sont impatients de voir, une fois que tout sera derrière nous, donc à savoir le coronavirus, qu'est-ce qui va se passer? Absolument. On est dessus. On a, je ne peux pas beaucoup en parler, mais pour la fin d'année, on aura un événement certainement à Paris de MMA. Maintenant, on va être patient, on va attendre que le cadre institutionnel se mette en place correctement, que le cahier des charges de la fédération de boxe soit terminé, qui veuille bien le passer au promoteur. On va attendre que le coronavirus passe complètement et que ce soit safe. On ne fera pas d'événements à porte fermée, on ne fera pas d'événements juste retransmis. On a profité du temps qu'on a eu pendant ce confinement pour faire du gros télétravail et améliorer nos process, tous les process. Ares, c'était pas mal ce qu'on a fait au Sénégal, mais ce qui arrive, c'est pas pareil. En termes de cartes, de fight card, ça va être un régal. C'est vraiment, ouais, c'est en toute objectivité. C'est que voilà quoi. C'est pas le mec qui veut vendre un truc. Non. Bien entendu, on a changé pas mal de choses. On a un roster qui est rempli de Nord-Américains. On a un roster rempli de Brésiliens, de Russes, de vrais prospects pour le très haut niveau. Cependant, on a ralenti le recrutement dessus et on a accéléré le recrutement sur des Français très bons. D'accord. On a accéléré le recrutement sur des Italiens, des Allemands, des Belges, parce que du coup, on veut tenir compte sur le calendrier de fin 2020 et toute l'année 2021. On va faire peu de voyages, probablement en Afrique du Sud, si ça le permet, mais on va faire peu de voyages à l'étranger. On va se concentrer sur la France et on va faire un gros travail en France. Donc, du coup, le matchmaking change un peu, switch un peu par rapport à la télévision, par rapport aux entrées, mais c'est quelque chose qui est beaucoup pensé. Il n'y a pas un détail qui est laissé de côté. C'est-à-dire qu'on est en train de parler là, pendant que je vous parle, les 2 prochaines fight cards d'Ares sont terminées, bouclées, terminées, verrouillées. D'accord. Les salles verrouillées, réservées. Les masques déjà commandés. Voilà quoi. Il y a des process qui sont faits, qui sont carrés, qui sont sur lesquels on travaille beaucoup en amont. C'est ça qui est bien, parce que on avait un calendrier où on travaillait à flux tendu et donc il ne laissait pas le temps de réviser ce qu'on fait. Maintenant, on a le temps de réviser les process, de réviser et donc on est sur quelque chose d'extraordinaire. L'année 2020 va se terminer bien et l'année 2021 va aussi être une année exceptionnelle. Et le calendrier de 2021 est verrouillé déjà, il est complet et on est bien. Et quand tu vois justement le MMA et l'approche Ares, pour moi c'était aussi intéressant dans le sens où la première carte, c'était à chaque fois des match-ups qui étaient hyper serrés, c'était extrêmement compliqué de décerner un clair favori. Et il y a eu aussi ce choix de faire aucun, on va dire, combat avec des stars vraiment sur le déclin, qui auraient certes apporté entre guillemets, des viewers, des téléspectateurs et des followers sur les réseaux sociaux. Mais par contre, une fois que tu regardes le combat, tu tapes pas un Dada 5000 contre Kimbo Slice et tu fais ça aurait été mieux que les mecs restent chez eux. Mais par contre,
c'est vrai que le fait de miser sur des jeunes talents, ça fait que on est obligé de construire aussi cette marque Ares. Et donc, toi, c'est quoi la volonté derrière ça? C'est de s'établir, certes, quitte à prendre du temps comme une vraie référence sportive, plutôt que de directement récupérer beaucoup d'argent en récupérant des vraies grosses stars sur le déclin. Est-ce que ça, c'est compliqué pour toi de faire entendre ça parce que j'imagine qu'il y a des pressions entre guillemets financières derrière, ou au contraire, tu te dis, bon, ben, on va y aller justement step by step et je m'autorise à faire un gros coup, pourquoi pas, à prendre un, je sais pas moi, un Mark Hunt ou je dis n'importe quoi, Tito Ortiz, un mec comme ça dans quelques années. Les freak shows, je n'aime pas beaucoup. Sinon, là, on a une très bonne opportunité. C'est-à-dire qu'on a Tyson qui veut refaire un combat d'exhibition. Oui, complètement. C'est à notre portée de pouvoir faire un Tyson contre le banner. C'est possible. Maintenant, non, ça n'a pas un intérêt pour nous. Parce que, attention, l'idée de Tyson, j'aime beaucoup, même s'il a dépassé la cinquantaine. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'il ait classé le combat qu'il veut faire comme étant un combat d'exhibition. Ça veut dire qu'il y aura des règles modifiées, mais aussi le fait qu'ils disent qu'il le fait aussi pour compter des sous pour des structures, voilà. Et donc, ça me fait, enfin, il y a du bon dans ça, même si je pense que c'est un peu dur pour lui et qu'il va garder un peu pour sa poche quand même. Mais déjà, de mettre un peu de sous pour les organisations caritatives, ça me touche beaucoup et j'aime beaucoup ça. J'aurais pu. Mais non, je pense qu'on va apporter de la fraîcheur. Mais pour tester la fraîcheur, on ne va pas inventer l'eau chaude. Il faut le tester avec des personnes qui ont déjà été connues. Donc, on est obligé de faire ce brassage, en fait, où des personnes toutes fraîches, comme Nassourdine Imavov, on sait que c'est le futur, c'est quelque chose d'exceptionnel, vont aller croiser le fer avec des personnes moins fraîches, qui sortent peut-être de l'UFC ou qui, voilà, c'est un peu ça la construction. La construction veut dire que si jamais Jonathan Meunier qui sort de l'UFC bat Nassourdine, qui bat Nassourdine, ça veut dire que il est encore bon et qu'il faut le garder, reconstruire sa carrière, voilà, il a fait démarrer, il est très bon. S'il perd et que Nassourdine gagne, ça veut dire que Nassourdine est passé next level et on fait notre écosystème dans la race. Mais en tout cas, on a une volonté de construire des athlètes et de construire beaucoup. Sur le MMA féminin, on a fait des recrues, on a des recrues, enfin, un recrutement de malades et tout qui arrive sur ce qui est dans toutes les catégories, on a vraiment quelque chose de très, très frais. Vous allez voir, il y a beaucoup de Mélan Chati. C'est un jeune 84 kilos, un Français qui a prouvé quelque chose de très bien au Sénégal et qu'on va faire monter parce que c'est, voilà quoi, Grégory Baben, certains l'avaient enterré, mais quand on regarde bien, Baben finalement, il est tout jeune, il est frais. Voilà quoi, il a quoi, 35, 36 ans, je ne sais plus. Il a fait un bon moment où il s'est reposé, il n'a pas beaucoup combattu, il est capable de descendre. Des mecs comme Glenn Spar, ça montre un peu vers où il peut aller. Donc voilà, on a cette volonté-là de développer sérieusement le MMA français, les jeunes du MMA européen et français, dans un premier temps, retourner sur l'Afrique dès que le déconfinement le permet, que les voyages le permettent. Et de monter tout ça, c'est-à-dire de monter ces jeunes-là, des mecs comme Regreg, qui est une star et qui fait, enfin, la communication autour de Regreg a été époustouflante après ce qu'il a fait, quoi. Tout le monde aujourd'hui le connaît aux États-Unis, mais maintenant, le faire monter, il va falloir le confronter à des personnes qui sont déjà là et qui sont déjà institutionnalisées, et c'est là où ça va donner quelque chose d'incroyable. Croiser un mec comme Regreg contre un mec comme Luis Enrique, qui est sur l'UFC, qui a combattu contre Francis Ngannou, là on a quelque chose où on peut avoir un benchmark, on peut mesurer vers où on va. Et bon voilà, la volonté c'est celle-là, c'est de créer un écosystème où on va faire connaître des personnes. D'ailleurs, on est sur la fin de l'écriture d'une télé-réalité. Sale dans le sens où on va donner une exposition à des personnes qui sont dans cette télé-réalité, on va leur donner une exposition sans pareil, de façon à ce qu'au moment où elles sortent de là et qu'elles sont engagées dans un reste,
qu'elles aient déjà un niveau de popularité incroyable et que ça développe encore l'écosystème du MMA sur la France, en tout cas, et sur l'Europe de manière générale et l'Afrique. Bah, monsieur, merci beaucoup pour tout ce teasing et toutes ces explications sur RS Fighting Championship, le MMA Factory, le Management Factory. La masterclass. Exactement. Bon, bah voilà, on va vous laisser. Merci beaucoup, très bonne soirée. Merci, Fernand. Bah ouais, merci. Merci à vous, messieurs. Merci, c'était un plaisir. Soit.